Bonjour à tous et bienvenue sur la clinique, bienvenue dans le dernier épisode consacré à la tragédie Chris Benoit. Dans ce dernier épisode, on va voir quels sont les enseignements que nous avons pu tirer de cette affaire, quels sont les enseignements que nous aurions dû tirer de cette affaire, et voir comment est-ce que cela a impacté ou aurait pu impacter le monde du catch. Quand on parle du monde du catch, justement, eh bien en 2007, il n'y a pas que la WWE qui existe, il y a aussi la TNA qui est en plein boom depuis quelques années, notamment depuis 2004-2006. Mais malgré tout, pour les médias, le monde du catch, c'est synonyme de WWE et d'une certaine manière, lorsque l'on est le leader mondial, c'est nous qui imposons le tempo. Donc même s'il y avait la TNA et qu'elle n'a pas trop été sollicitée dans toute cette affaire, et c'est un petit peu normal, on va dire, par rapport à ce que cherchent les médias. D'autant plus qu'à l'époque, pour tout catcheur, être à la WWE, c'était le but d'une vie, et ce qui a causé de nombreuses dérives et de nombreux excès, eh bien c'est que ces catcheurs étaient prêts à tout pour arriver au sommet de la WWE. Mais même si la compagnie de Stamford et la compagnie de Vince McMahon sont fortement incriminés dans toutes ces affaires, et dans les affaires de décès en général, il faut pas oublier que tout ce qui est WCW, ECW, eh bien, ça a eu aussi une grosse part en termes d'impact sur les catcheurs, au niveau des anabolisants, de la drogue, enfin, de beaucoup de choses. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit que ce qu'on avait déjà mentionné dans d'autres épisodes, eh bien, que ce ne sont pas les produits anabolisants en eux-mêmes, comme ça, qui sont les causes de tous ces décès, c'est vraiment le cocktail, la combinaison d'anabolisants, de médicamentation lourde, d'antidouleurs, d'alcool, bref, tout ça, ça fait un combo explosif. Et c'est ce combo qui a amené de trop nombreux décès prématurés. Par exemple, Eddie Guerrero, effectivement, il a mal terminé en 2005, mais tout avait commencé déjà dès le mois de janvier 1999 à la WCW. Il avait consommé des produits stupéfiants et il roulait à plus de 160 km/h. Début janvier 1999, il a eu un accident de voiture, il s'est complètement éclaté, il a frôlé la mort, et il revient sur les rings seulement quelques mois après. Mais quelques mois après, c'est beaucoup trop tôt, il est toujours non seulement tourmenté par ses addictions personnelles, mais en plus par de nouvelles addictions qui ont été créées et engendrées par cet accident, et les conséquences et les douleurs suite à cet accident qu'il a dû traiter avant de pouvoir revenir le plus tôt possible. Et c'est là que tout est parti en sucette, donc ça n'a pas commencé à la WWE, le problème c'est que ça termine souvent à la WWE. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été pour autant responsables de tous les décès qui ont touché le roster depuis 20-30 ans. Au moment de la tragédie Benoit, il y avait un article assez intéressant qui prenait comme base de roster le jeu No Mercy 2000. Et bien entre No Mercy 2000 et la tragédie Benoit, seulement 7 ans, 11% des catcheurs présents dans le jeu vidéo No Mercy sont décédés et plus de 20% d'entre eux sont connus pour avoir des addictions lourdes. Et si on remonte 12 ans de plus jusqu'à WrestleMania 4, eh bien là ce sont 30% des catcheurs qui sont décédés en 2007. Alors certes, la WWE a fait plus que toutes les autres promotions à ce moment-là pour essayer d'améliorer la santé de ses catcheurs, mais par la nature des choses, c'est la WWE qui a encaissé ce chaos médiatique. Et ce chaos, il a été fortement empiré par la manière dont la WWE a géré la communication et comment les catcheurs envoyés dans les médias ont communiqué sur le sujet. Parce que c'est vrai qu'au tout début, après l'annonce de la tragédie Benoit, personne ne visait très spécifiquement la WWE, en tout cas sur les premiers jours. Mais très rapidement, la WWE et ses catcheurs se sont sentis visés et ont cherché comme ça à se défendre alors qu'ils n'étaient même pas attaqués. Et de fait, ils ont attiré l'attention sur eux. Il y a également eu une très mauvaise gestion au niveau du show en hommage à Chris Benoit, le show du lundi. Alors le fait que la WWE ait été au courant que Chris Benoit était l'auteur de cet acte au moment où ils ont enregistré le show, ça c'est un autre débat dans lequel on ne va pas rentrer aujourd'hui. Mais même s'ils ne savaient pas, eh bien il y avait des doutes sur l'auteur de toute cette tragédie. Donc le principe de précaution, même si c'est que 0,1%, que ce soit peut-être Benoit, le principe de précaution aurait voulu qu'on ne fasse pas d'hommage à Chris Benoit, et qu'on prenne tout simplement un petit peu de recul et qu'on prenne son temps. Parce que c'est vrai que le meurtre-suicide, c'est aussi un cas de figure qui est relativement fréquent, et à ce titre, on aurait très bien pu dire, quand même, attendons, on n'est pas à 2 heures près, on n'est pas à un show près. Par contre, là où ça a vraiment déconné, c'est le USA Network. Le show a donc été diffusé à 21h sur la côte Est. Et il a été diffusé 3 heures plus tard sur la côte ouest, enfin dans l'autre sens pour vous bien sûr, mais voilà, ils auraient très bien pu annuler la diffusion parce qu'au moment où ça passait sur la côte ouest, on savait à ce moment-là publiquement que c'était Chris Benoit l'auteur des meurtres. Et puis c'est vrai que la WWE a toujours nié toute responsabilité, et quand on nie
tout en bloc, eh bien, on fait de soi presque un coupable idéal. Et comme lorsque l'on cherche un coupable et que l'on est l'Américain moyen qui réfléchit pas trop de manière, nuancée, et bien forcément on va se jeter à corps perdu sur le cas du catch et des stéroïdes et basta. Alors effectivement c'est un petit peu radical, mais c'est la réalité malgré tout. À tel point que la tragédie Benoît, au bout d'un moment, elle était presque secondaire, on ne parlait plus trop de ça et on parlait plutôt de l'utilisation des stéroïdes dans les sports et surtout dans le catch. Par contre les médias eux aussi ils ont bien fait de la merde, ils ont parlé des stéroïdes, beaucoup d'amalgames, sur à peu près tout ce milieu qu'ils ne connaissent pas trop, comme étant la raison pour laquelle Chris Benoit a pété les plombs, machin truc, sans se demander quels sont les types de produits qui existent, quelles sont les posologies, quels sont les cycles, quels sont les trucs, les machins, bref, voilà, une réflexion, une vraie réflexion de journaliste nuancée, ça bien entendu, ça n'a pas été fait, ils se sont jetés une fois de plus sur un truc comme ça, comme les médias savent très bien le faire, et de mieux en mieux en tout cas. Et là où ça a déconné, c'est que la WWE, par rapport à ça, a nié en bloc l'utilisation de stéroïdes dans son roster. Donc là on est vraiment dans un rôle où la WWE est accusée et les médias, on sait ce qu'il faut en penser, les médias sont les seuls avocats, jurés, etc. Donc ils sont là pour détruire la WWE et la condamner le plus vite possible. Parce que dans l'histoire de la justice, si vous êtes habitué comme moi à regarder Faites entrer l'accusé, eh bien on sait que quelqu'un de coupable, mais qui a un bon avocat et qui est roublard, il pourra s'en sortir. Mais il y a bien d'autres cas où l'accusé était innocent, mais sa défense était tellement maladroite, tellement mauvaise, etc., que finalement c'est lui qui a été condamné. Donc dans ce cas-là, la WWE, non seulement elle est un petit peu coupable, mais en plus de ça, elle gère très très mal sa défense. Je vous donne un exemple, c'est le communiqué de presse qui a eu lieu le lendemain de la mort de Chris Benoit. Ils ont immédiatement accusé les médias de faire une espèce d'hystérie autour des stéroïdes. Mais pour le moment, ils n'étaient pas du tout attaqués. C'était pas à eux de dire ou de se défendre de ce truc qui n'existait même pas. Pour le moment, en tant qu'entreprise, en tant qu'entité publique, leur seule position à avoir pour la WWE, c'était tout simplement de faire preuve d'empathie et de partager la douleur des proches des défunts, tout simplement pour faire un geste de communication sain, comme toutes les sociétés le font, sauf que eux non. Donc non seulement ils n'ont pas fait ça, mais en plus de ça, ils se sont auto-défendus d'un truc pour lequel ils n'étaient même pas attaqués. Quand on agit de la sorte, eh bien c'est un aveu de culpabilité très clair, et c'est à ce moment-là que les médias se sont rués sur la WWE. Et non seulement ça, mais ça a conforté les médias dans l'idée que Vince McMahon et compagnie essayaient vraiment de cacher des éléments de toute cette histoire. Et de toujours soutenir qu'il n'y avait pas de stéroïdes, eh bien c'est complètement débile, parce qu'ils savaient que de toute façon, les rapports toxicologiques reviendraient positifs sur l'utilisation de stéroïdes pour Chris Benoit. Donc il fallait réfléchir un petit peu plus et ne pas dire non, chez nous, pas de stéroïdes. C'est le discours qui a été tenu par Fit Finlay, Mr. Kennedy et John Cena, qui étaient les 3 premiers émissaires de communication de la WWE dans les médias. Et à chaque fois qu'ils sortaient, ils nous disaient non, chez nous, pas de stéroïdes, et ils se basaient sur, on en a vu tout ça dans le dernier épisode, sur le test qui est revenu négatif de Chris Benoit, qui est vraiment un micro-détail du truc. Et eux, ils l'ont utilisé comme vraiment le pilier de leur défense. Et parallèlement à tout ça, les médias ont quand même fait un petit peu leur boulot. Ils se sont vite rendus compte qu'il y avait un bonhomme qui s'appelait Phil Astin, le docteur dont je parle dans l'épisode numéro 4, je crois. Et les médias ont bien compris qu'à la WWE, il y avait un mec qui faisait pas partie, mais qui était en contact avec tous les catcheurs, à qui on pouvait demander n'importe quel type de produit, dans des quantités quasiment illimitées. Ils vous balançaient l'ordonnance, et puis c'était parti. Donc ce discours de la WWE, ce discours officiel, il était très rapidement ridiculisé par les médias, qui se sont nourris de cette défense catastrophique. Heureusement, depuis l'affaire Chris Benoit, on n'a jamais eu de cas aussi dramatique. Donc heureusement, entre guillemets, eh bien c'est l'événement le plus grave de toute l'histoire, il n'y a jamais eu de dérive encore pire. Après vous me direz, qu'est-ce qui peut être pire? Mais bon, voilà, il faut quand même que ce soit dit. Et ça a permis aussi à la WWE de grandement nettoyer son vestiaire. Alors ça n'a pas été fait immédiatement, ça a été fait par étapes, mais aujourd'hui, au-delà du fait que le roster de la WWE, tous ces catcheurs, ce roster soit le plus dense et le plus talentueux peut-être de toute l'histoire, il est également aujourd'hui le plus clean de tous les temps. Enfin quand je dis de tous les temps, c'est on va dire sur les 40 dernières années. Et ce, n'en déplaise à tous les petits fragiles genre Jean-Michel Alter, qui poussent pas plus de 4 kilos au gym, ou alors les semi-champions de quartier qui n'ont pas une bonne génétique et qui sont persuadés que pour avoir des corps comme à la WWE, eh bien on est obligé d'être gonflé de testo. Non, c'est faux.
C'est faux, et il y a un exemple probant qui s'est exprimé à l'époque sur la WWE, c'est Lance Storm. Et à l'époque, il était apparu dans l'émission Outside the Lines sur ESPN, et il a donné son avis qui était très sage, très mesuré, et surtout basé sur une grande expérience, car en 2007, il avait catché non seulement à la WWE, mais à la WCW, la ECW, au Japon, à la Smoky Mountain Wrestling, il avait catché partout dans le monde et il avait côtoyé tous les plus grands catcheurs des au moins 15 dernières années. Pour lui, très clairement, le problème numéro 1, ce sont les antidouleurs. Parce que d'une part, ils peuvent être pris comme une drogue récréative, comme ça, pour se marrer, et aussi ils peuvent être pris, et sont très souvent pris, pour pouvoir continuer à catcher malgré les blessures. Donc en termes de santé, le risque, c'est les antidouleurs. Par contre, au niveau de l'utilisation des stéroïdes, à cette époque-là, il a dit très clairement que un certain type de physique va vous amener un certain type de push et de succès à la WWE. Durant sa carrière, Lance Storm est toujours resté clean, que ce soit en termes d'anabolisants ou en termes d'antidouleurs. Non seulement parce qu'il avait été élevé, c'est ce qu'il avait dit, c'était dans la culture de la famille, comment dire, de faire les choses, on va dire, honnêtement, de manière propre, mais aussi pour montrer à tous ceux qui lui disaient « tu verras, au bout de 6 mois, tu seras sous stéro », pour leur prouver que, eh bien, il y avait une autre réalité possible pour faire du catch. Après, quand on voit le corps de Lance Storm, il faut aussi comprendre qu'il y a une grande différence au niveau des corps entre l'Amérique du Nord et le reste du monde. Pourquoi? Parce que aux US, en Amérique du Nord, les mecs commencent la muscu 12, 13, 14 ans. Donc ils développent une génétique très musclée alors qu'ils sont en pleine croissance. Et c'est ça aussi le truc essentiel de la génétique qui font que il y a beaucoup de mecs qui peuvent être énormes en étant clean. Parce qu'il faut bien comprendre que la modification de notre code génétique, elle est induite par notre environnement, notre style de vie, notre hygiène de vie, bref, tout ce qu'on se fait, entre guillemets, subir, que ce soit positif ou négatif. Donc bonne hygiène de vie, toute sa vie en commençant le sport très jeune, on devient un steak. D'ailleurs, il y avait une interview que j'avais entendue de Lance Storm sur, je crois, Pro Wrestling Insider, où il disait que dans les vestiaires de la WCW à l'époque, ou même WWE, il était connu comme étant un mec qui triplait de volume alors qu'il était juste en train un petit peu de s'échauffer. Et je dois bien dire que quand moi je catchais, c'était heureusement, enfin j'avais de la chance là-dessus, même si j'ai pas d'épaule, pas de jambes, pas de poitrine, eh bien je pumpais un tout petit peu, et ben mes bras et mon dos triplaient de volume. Donc tout ce qui était séance photo ou sur le ring, bah ça permettait de looker vachement mieux. Donc c'est aussi, par rapport à la génétique, c'est aussi il y a aussi des éléments très spécifiques qui sont liés à notre propre corps, qui réagit de manière différente, pas de la même manière sur tous les muscles, qui font que, bah voilà, on est avantagé ou pas. Lance Storm, lui, très clairement, il avait une génétique absolument fabuleuse, il avait un meilleur corps que 80-90% des catcheurs qui, eux, pourtant étaient sous anabolisants. Il n'a pas été une méga star, il n'a pas fait des centaines de millions de dollars, mais c'était un catcheur hors pair, qui voyait surtout le catch comme un métier. Et c'est ça qui lui a permis de rester à l'écart des substances, parce qu'il ne faisait pas du catch pour gonfler son ego et vivre un rêve. Non, pour lui c'était un boulot, donc il n'y avait rien qui justifiait l'utilisation de stéroïdes et les risques pris pour sa santé. Et comme proposition, Lance Storm, il a dit que si un catcheur ne peut pas catcher clean, il n'a pas le droit de catcher, que ce soit en anabolisant ou en antidouleur. Alors effectivement, c'est un virage à 180 degrés, c'est quelque chose de très radical, mais c'est une bonne source pour s'inspirer et aller de l'avant. Et c'est ce qu'a fait la WWE malgré tout. Aujourd'hui, 13 ans plus tard, les contrôles se sont intensifiés, les corps ont vraiment diminué en volume. Bien entendu, il y a toujours des spécificités contractuelles qui font que les contrôles, les tests, etc. ne sont pas les mêmes pour tout le monde, mais ça c'est un autre débat. Et suite à tout ça, eh bien, il y a eu 2 éléments qui ont vraiment sauvé le monde du catch, selon moi. Voilà, en fait, finalement, ce sera l'avant-dernier épisode sur Chris Benoit, parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, et puis on va faire une petite pause et on reprendra dans quelques jours avec la suite de ce formidable dossier. D'ici là, comme d'hab, gardez la passion et regardez du catch 24 heures sur 24. Bye bye.